Bonsoir, cette vidéo est dans le cadre de lieu et sécurité des systèmes où nous sommes censés présenter la logique de OR ainsi que le fonctionnement du CTL et LTL qui comptera pour une évaluation sous la supervision du professeur Jacques Franklin. Bonsoir, moi c'est Kibzao. Oui, bonsoir, moi c'est Kakbe Mathias. Bonsoir, moi c'est Bouba Gilbert. Bonsoir, moi c'est Tutuan Florent Pascal. Et moi c'est Oupa Donguenis Rowan. Nous sommes le groupe 3. Dans le cadre de la logique de OR concernant l'activité 1, nous allons d'abord vous présenter ce que c'est que la logique de OR, comment elle fonctionne, et ensuite l'appliquer à deux programmes, un programme sans boucle et un programme avec boucle. Dans le cadre de notre travail, la première partie consiste donc à appliquer la logique de OR pour montrer donc la correctitude des programmes. Pour cela, nous allons brièvement introduire qu'est-ce que la logique de OR. La logique de OR est une théorie mathématique qui a pour but de formaliser la preuve de correction du programme. Elle est représentée sous la forme précondition, programme et post-condition. C'est-à-dire, si la première condition est vraie, après l'exécution du programme, la post-condition est vraie. Pour cela, nous allons utiliser des règles d'exécution sur les instructions. Par instruction, nous conduira donc de la précondition à la post-condition, qui se résume donc à ce niveau à la notion de triplet. Parlant donc de triplet de OR, le triplet de OR est sous la forme P, I et Q, où les P sont dans des formules logiques, P et Q sont dans des formules logiques éventuelles des variables de I, qui est notre instruction ou notre programme. Ces triplets s'expriment donc sur la propriété suivante. Les P représentent la précondition qui garantissent donc la vérification de nos variables d'entrée. I qui est notre instruction à exécuter et Q qui est notre post-condition qui vérifie également donc si le résultat obtenu est valide et cohérent. Ce sens donc, le triplet de OR est dit valide si partant de tout état mémoire qui vérifie P, I produit un état mémoire dans lequel Q est vrai, c'est-à-dire post-condition, précondition et post-condition. Concernant donc la logique de OR, la logique de OR nous permet donc ici de vérifier si un programme produit des résultats attendus et de dire que le programme est correct. Elle permet également de produire un programme correct départ en utilisant des techniques comme précondition, post-condition et invariant. Après cette présentation de notre camarade Bouba Gilbert sur l'introduction et le fonctionnement de la logique de OR, nous allons donc appliquer sur deux programmes. Le premier est un programme sans boucle qui effectue une permutation. Pour le cadre de la logique de OR appliquée à un programme sans boucle, comme nous l'avons dit, à un programme de permutation, donc le code est ici présent. L'objectif est de prouver que ce programme échange correctement les valeurs de A et de B. La post-condition à prouver est celle-ci, où A initial et B initial sont les valeurs initiales de A et B respectivement. Donc, nous avons commencé par énoncer la précondition et la post-condition. Il n'y a pas de précondition spécifique nécessaire pour cet échange, de raison pour laquelle nous avons dit que P par défaut est true. Et la post-condition doit refléter que les valeurs de A et B ont été réellement changées. C'est-à-dire A récupère B initial et B récupère A initial à la fin de l'exécution de notre algorithme. Dans la suite, il est question de présenter chaque étape du programme avec les préconditions et post-conditions nécessaires d'une part. D'autre part aussi de prouver formellement que chaque étape mène à la suivante tout en maintenant les invariants nécessaires. Initialement, comme on l'avait dit, la précondition c'est true. C'est une précondition triviale et qui n'a pas besoin de preuves. Ensuite, nous passons à l'instruction temp égale à A. À temp, on affecte
la valeur de A. Après l'affectation, temp prend bien la valeur initiale de A, ce qui satisfait bien l'assertion ceci qui représente notre post-condition. Ensuite, A va récupérer la valeur de B, c'est-à-dire A récupère B initial. Au départ, cette post-condition devient notre précondition. Nous avons temp égale à A initial. Après l'exécution de l'instruction, on a A qui récupère la valeur de B initial et temp qui a la valeur de A initial. Temp reste inchangé et est toujours égal à A initial, ce qui satisfait bien sûr notre précondition. Après l'exécution de cette ligne O à B, on affecte la valeur de temp. Après l'affectation, B prend donc la valeur de temp qui est A initial et A reste donc inchangé. On remarque donc que A à la fin, A contient la valeur de B et B contient la valeur de A initialement. On peut donc conclure que le programme échange donc correctement les valeurs de A et B en utilisant la logique de OR, car pour chaque instruction, un triplet de OR a pu être ressorti. Donc, nous passons maintenant à l'application avec un programme, à l'application de la logique de OR à un programme contenant un boucle. Pour ce cas, nous avons choisi le calcul du factoriel dont le code est présenté ici. Il est question pour nous de prouver que ce programme calcule correctement le factoriel de n et stocke le résultat dans f. Pour ce faire, nous avons d'abord la précondition qui est assez évidente pour le calcul du factoriel, c'est-à-dire n doit être supérieur ou égal à 0. Et la post-condition, c'est de prouver que le calcul du factoriel de n est réellement stocké dans f. Après avoir énoncé la précondition et la post-condition pour notre calcul, nous allons passer maintenant à l'invariant de boucle ou l'invariant de la boucle. L'invariant de boucle doit en fait refléter l'état du calcul du factoriel à chaque étape de la boucle. Pour chaque itération où i est supérieur ou égal à n, on peut dire que le factoriel contient le produit, on peut dire que f, pardon, la variable f contient le produit des nombres de 1 à i-1. À chaque étape, le f contient le produit de 1 à i-1. Ainsi, l'invariant de boucle peut donc être écrit comme étant f égale à i factoriel de i-1 et 1, et i est compris entre 1 et n plus 1. n plus 1, pourquoi? On a certes dit invariant de boucle, mais rappelons-nous que lorsque i est égal à n plus 1, on va forcément sortir de la boucle. Après des préconditions, post-conditions, invariant de boucle, fonction invariante, il est question vraiment à partir de toutes ces données de prouver avec la logique de OR la correctitude de ce programme. Donc nous avons commencé par écrire les annotations de chaque étape du programme avec les préconditions et post-conditions appropriées. Nous avons pour chacune de ces instructions, avant d'entrer dans la boucle bien sûr, et nous avons f égale à 1, i égale à 1, et au début de la boucle while avec l'invariant f qui a le factoriel i-1 et i qui est compris entre 1 et n plus 1. Maintenant, l'invariant de boucle doit être prouvé, qu'il doit être prouvé initialement. Il doit être préservé à chaque itération et impliquer que la boucle se termine. Voici notre invariant. D'abord, avant la boucle, nous avons notre précondition. Nous avons les instructions avant d'entrer dans la boucle, f égale à 1, i égale à 1, et notre invariant de boucle. La preuve, c'est que après f, après avoir affecté 1 à la valeur de f, on a bien f égale à 1. Après avoir affecté à i la valeur 1, on a bien i égale à 1 et f égale à 1 précédemment. L'invariant de boucle devient donc quoi? On aura f égale à 1 parce que i est devenu 1, i qui est ici, et là, sauf que i est devenu 1, on aura donc 1 moins 1 factoriel et 1 qui est inférieur ou égal à 1 qui est inférieur ou égal à n plus 1. Ceci implique quoi? Que f est égal à factoriel de 0 et 1 qui
qui est inférieur ou égal à 1 qui est inférieur ou égal à n plus 1. Puisque factoriel de 0 est égal à 1, ce qui est vrai, et 1 qui est logiquement inférieur ou égal à 1, ça c'est vrai, qui est inférieur à n plus 1. On peut donc conclure que l'invariant est vrai initialement. Ensuite, on est censé montrer le maintien de l'invariant de boucle. Pour prouver que l'invariant est maintenu à chaque itération de la boucle, nous devons montrer que si l'invariant est vrai avant l'exécution d'une itération de la boucle, il reste vrai après l'exécution de cette itération. Donc, supposons que l'invariant est vrai avant une itération de la boucle, nous allons montrer que l'invariant reste vrai après l'exécution des instructions dans le corps de la boucle. Donc, maintenant, nous entrons dans la boucle qui est vraiment le cas de cet algorithme. Après chaque itération de la boucle, on suppose que l'invariant est vrai, c'est-à-dire on a ceci. On va donc remarquer qu'on n'a plus n plus 1, mais on a n. Pourquoi? Parce que là, on est dans la boucle. I doit est compris entre 1 et n. Et maintenant, on se rend compte qu'après la première instruction, où à f, on affecte f multiplié par i, la valeur de f est mise à jour. On doit donc vérifier que la nouvelle valeur de f satisfait toujours une partie de l'invariant, en particulier cette zone-ci. Avant l'exécution de cette instruction, on remarque que f contient, comme on l'avait dit au départ, le produit des entiers de 1 à i-1, soit f est égal à i moins au factoriel de i-1, c'est-à-dire le produit des entiers de 1 à i-1. Après l'exécution, c'est-à-dire f, on affecte f fois i, on se retrouve donc avec ceci multiplié par i, car ceci est l'ancienne valeur de f. La nouvelle valeur de f est donc quoi? F qui est égal à factoriel de i. Ceci, c'est une formule mathématique assez triviale. Ainsi, après l'exécution f, on affecte f fois i, on a donc f qui est égal au factoriel de i. Ça, c'est bon pour la première instruction. Nous y reviendrons. Vous serez peut-être perdu par rapport à i-1 et i, mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons. Après la seconde instruction, c'est-à-dire à i, on affecte i plus 1, la valeur de i aussi est mise à jour. Nous devons donc aussi vérifier que cette nouvelle valeur satisfait toujours une partie, l'autre partie de l'invariant, à savoir cette partie du côté de e. Maintenant, avant l'instruction, i satisfait cette... Avant l'exécution, i est bel et bien compris entre 1 et n. Mais après l'exécution, i est incrémenté de 1. Donc la nouvelle valeur de i, c'est donc i plus 1. Puisque au départ, i est inférieur ou égal à n avant l'incrémentation, i inférieur ou égal à n avant l'incrémentation, forcément donc i plus 1 est donc inférieur ou égal à n plus 1 après l'incrémentation. Ça c'est une fois de plus assez trivial. Aussi, comme avant l'incrémentation, i est inférieur ou égal à n, on peut donc dire que i plus 1, sachant qu'avant l'incrémentation, i est supérieur ou égal à n, autant pour moi, et non inférieur ou égal, supérieur ou égal à n. Après l'incrémentation, on aura donc i plus 1 qui est supérieur ou égal à 2. Et il faut noter que cette condition est légèrement plus forte que i plus 1 supérieur ou égal à 1. Car si i plus 1 est supérieur ou égal à 2, bah forcément i plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc après l'exécution de i, on affecte i plus 1, on a donc 1 qui est inférieur ou égal à i, qui est inférieur ou égal à n plus 1. C'est bon. Après donc l'exécution des deux instructions, si on se retrouve donc avec f égale factoriel de i et 1 inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à n plus 1. Cependant, pour respecter la forme de l'invariant avant la prochaine instruction, nous devons donc ajuster la notation de i afin de retrouver cela. Nous devons donc réécrire l'invariant en termes de la prochaine valeur de i. I, après l'incrémentation, est l'ancien i plus 1. Je répète, i, après l'incrémentation,
est donc l'ancien I plus 1. Donc l'invariant devient donc, sachant qu'après l'incrémentation, I est l'ancien I plus 1, l'invariant va simplement devenir F qui est égal à I moins 1, factoriel de I moins 1, avec I qui est la nouvelle valeur. Ça, c'est cette partie de l'invariant qui a donc été modifiée. Si on ramène cela ici, on se retrouve donc avec F qui est égal au factoriel de I moins 1 et I qui est compris entre 1 et N plus. Ainsi, nous avons montré que si cet invariant est vrai avant une itération de la boucle, alors après l'exécution de chacune de ces instructions, l'invariant est toujours vrai. Nous notons que I est compris entre 1 et N plus 1, et N qui est forcément inférieur ou égal à N plus 1. Donc cette partie est aussi vraie. Après avoir prouvé la preuve de l'invariant, il est question pour nous maintenant de prouver la fausse condition. Lorsque la boucle se termine, on a ceci, on a F qui est égal au qui récupère le factoriel de I-1, I qui est compris entre 1 et N plus 1, et cette nouvelle condition qui s'est ajoutée, I est strictement supérieur à N, parce que nous sommes sortis de la boucle. I est donc strictement supérieur à N. La condition de sortie de la boucle, c'est celle dont je viens de parler, I strictement supérieur, strictement supérieur à N, pas ou égal, strictement supérieur égal à N, puisque I est compris entre 1 et N plus 1, et I est strictement supérieur ou égal à N, alors I est égal à N plus 1. Je pense que c'est assez trivial, pas besoin de le démontrer. Et lorsqu'on substitue dans cette nouvelle valeur de I, qui est égal à N plus 1, donc étoile qui est cette partie de notre invariant, on obtient donc F qui est égal à N, qui était en fait notre fausse condition de départ qu'il était censé démontrer. On conclut donc que l'invariant de boucle est vrai initialement, est préservé à chaque itération et implique la fausse condition lorsque la boucle est terminée. Tout ceci en utilisant la logique de OR. On peut donc conclure que ce programme calcule correctement factoriel de n et le stocke dans F. Ceci marque que dans la fin de l'activité 1, notamment la démonstration de la logique de OR sur deux programmes, un avec boucle et l'autre sans boucle, on se retrouve dans la suite pour exécuter ces deux programmes dans un IDE, précisément Apache NetBeans, en utilisant Java pour réellement prouver la correctitude de ces deux programmes. Testons donc nos différents programmes, notamment le programme de permutation pour la logique de OR, qui est écrit ici en Java. Nous avons utilisé Apache, nous sommes dans Apache NetBeans et nous avons utilisé OpenJML pour la vérification. Donc déjà, voici le programme. Ceux qui ont remarqué, on a utilisé un array contenant les éléments à échanger. Certains diront pourquoi nous n'avons pas simplement utilisé deux int. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Java est un langage de transmission par valeur. Donc, lorsque des types primitifs tels que les int sont passés à des méthodes, la méthode opère sur des copies des variables. Ainsi, les modifications apportées aux paramètres à l'intérieur de la méthode n'affectent pas les arguments d'origine. Raison pour laquelle ici est mieux d'utiliser par exemple un tableau. Donc là, ce sont les notations GML. Ici, nous avons requires qui représente notre précondition là. Et issues, c'est la post-condition. Donc nous avons dès à présent testé le code dans notre terminal grâce à OpenJML. Donc là, je vais montrer CTRL-T. Et je vais essayer d'exécuter le programme OpenJML ESC pour Extended Static Checker qui permet en fait de vérifier de façon statique les programmes. Notamment c'est un outil utilisé par certains, une technique utilisée par plusieurs outils, notamment OpenJML. Donc là je vais taper Entrée. On n'est pas allé dans le bon dossier, donc je vais d'abord aller dans CDOJ et je vais essayer. Là on
que ça risque de prendre un peu de temps pour totalement vérifier. Le but est, s'il n'y a rien, on montrera une nouvelle session du terminal. S'il y a un problème, des erreurs vont s'afficher. Donc là, c'est en train de vérifier en arrière-plan. Là, il n'y a eu aucune erreur, ce qui signifie donc que le programme marche correctement. Je vais donc essayer de vous montrer si jamais il y avait une erreur. Par exemple, si je mets par exemple ici A, R de I, je mets encore I et j'enregistre. Je reviens sur le terminal, je réessaie. Ils vont nous dire qu'il y a une erreur dans le code. Sorti pour workout establish an assertion et ils nous disent exactement là où il y a le problème. Donc il suffit simplement de revenir mettre J là comme c'était J, on enregistre et on réessaye. Constate que le programme remarche. Donc c'est tout pour la permutation. On se retrouve ensuite pour le calcul du factoriel. On retrouve pour le calcul du factoriel toujours dans Apache NetBeans avec OpenJML qui va essayer de tester avec les notations OpenJML. Là on a notre précondition requires et là notre postcondition ensures. Là on a l'invariant de boucle, loop invariant et juste en dessous decrease n-i, c'est notre fonction variante qui décroît, qui va permettre de prouver que le programme se termine. Donc là on va ouvrir le terminal pour tester avec OpenJML. Et on se rend rapidement dans le dossier CD projet et on lance l'exécution du factoriel. On se rend compte qu'on a 4 avertissements et 6 vérifications qui ont échoué, ce qui est dû à cette notation /product qui est une expression quantifiée et qui n'est pas encore supportée par OpenJML, donc not yet supported, et c'est cette erreur qui empêche les vérifications sous-jacentes là en bas. Ainsi donc, fini avec l'activité 2. À présent, nous allons parler de l'activité 3 qui porte sur CTL, LTL et le programme de déroulement des étapes du programme. Pour ma part, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le CTL et en parler des caractéristiques du CTL. Le CTL définit en anglais comme Computation Tree Logic, qui est une logique temporelle utilisée pour spécifier et vérifier les propriétés à état fini. Elle nous permet de raisonner sur les étapes et les chemins possibles de transition d'étape. Dans CTL, nous pouvons avoir des caractéristiques principales comme la temporalité arborescente. Ici, il s'agit que le CTL exprime les propriétés qui se vérifient sur tous les chemins possibles d'un état initial, d'où le terme tree. Nous avons autre caractéristique principale encore comme les opérateurs temporels. Les opérateurs temporels, nous avons ici le A qui signifie all past, c'est-à-dire tout le chemin, E qui signifie existe, et le X qui signifie next ou le prochain,
Nous avons le final qui signifie finalement. Finally qui signifie finalement. Nous avons le G qui signifie global en anglais. Nous avons until. Donc, par exemple, nous pouvons avoir des exemples comme A, G, P, qui signifie pour tout chemin dans tous les états, la proposition P est vraie. Et E, un autre exemple, E, F, P, qui signifie qu'il existe un chemin où P est finalement vrai. Je laisse la parole à notre camarade qui va essayer de nous expliquer c'est quoi le CTL, le LTL. LTL, qui signifie la logique temporelle linéaire en anglais, Linear Temporal Logic, définie comme un formalisme qui permet d'exprimer les propriétés temporelles des systèmes dynamiques en modélisant le temps comme une séquence linéaire d'étapes. Elle est utilisée pour raisonner sur l'évolution des systèmes au fil du temps. Nous avons dans ces LTL trois concepts clés que je vais présenter. Nous avons premièrement la temporalité linéaire. Le temps est représenté comme une suite d'étapes successives. Nous avons la variable propositionnelle. Les formules LTL utilisent les variables propositionnelles pour représenter les conditions sur les étapes du système. Et en dernier, nous avons les opérateurs temporels. X, next, nous avons XP qui signifie que P sera vrai. Nous avons F finalement, mais FP qui veut dire P sera vrai à l'état futur. Nous avons G toujours, on a GP qui veut dire P est vrai à tout moment futur. Nous avons U, until, mais P, U, Q qui veut dire, qui signifie que P est vrai jusqu'à ce que Q devienne vrai. Et nous avons until for, on met P, U, Q, implique que P doit rester vrai jusqu'à ce que Q soit vrai. Et nous avons until faible. On met P, W, Q permet à P de rester vrai jusqu'à ce que Q devienne vrai. Mais contrairement à l'until for, si Q ne se produit jamais, peut être vrai indéfiniment. Merci. Quoi? Si nous voulons vérifier qu'il existe une possibilité, un chemin, un cas de figure qui satisfait une certaine condition, en ce moment, nous verrons que la méthode CTL est la plus appropriée. Cependant, si, dans un autre cas par exemple, si nous voulons vérifier qu'une propriété est vraie pour tous les cas de possibilité, ou alors disons pour tous les chemins possibles, ou alors que si on souhaite exprimer des contraintes sur l'ordre des événements, la méthode LTL est plus appropriée. Dès lors qu'un ordre intervient déjà, dès lors qu'un indicateur temporel intervient déjà, ne nous posons plus la question, c'est la méthode LTL qu'il faut appliquer. Bonjour à tous. Dans la suite, nous allons présenter l'application du CTL-LTL à un programme modélisant le fonctionnement d'un ascenseur dont le code Java est présenté ici. Déjà, les variables d'état, c'est door open, moving up, moving down, call receive. Porte ouverte, l'ascenseur monte, l'ascenseur descend et l'ascenseur reçoit un appel pour un étage bien précis. Au départ, les portes sont fermées, l'ascenseur ne monte pas, l'ascenseur ne descend pas et aucun appel n'est reçu. Ça, c'est la fonction qui permet l'ouverture des portes. Ceci, c'est la fonction qui permet la fermeture des portes. Là, c'est pour monter. Là, c'est pour descendre. Là, c'est pour s'arrêter. Et ça, c'est la fonction qui gère les appels pour des étages particuliers.
Maintenant, je vais garder ça juste là à côté. Nous allons d'abord appliquer la méthode CTL. CTL pour Computation Tree Logic. Nous avons d'abord nos variables d'état précisées ici. Door open, moving up, moving down et call received. Ensuite, les différents états possibles, nous avons noté S1, S2, S3, S4, S5. Dans S1, on se rend compte qu'on a la porte fermée, l'ascenseur ne monte pas, l'ascenseur ne descend pas et aucun appel n'est reçu. Dans S2, la porte est ouverte, l'ascenseur ne monte pas, l'ascenseur ne descend pas, l'ascenseur n'a reçu aucun appel. Dans S3, les portes sont toujours fermées, l'ascenseur monte, l'ascenseur ne descend pas et aucun appel n'a été reçu. S4, c'est les portes sont fermées, l'ascenseur ne monte pas, l'ascenseur descend et aucun appel n'a été reçu. Dans S5, les portes sont fermées, l'ascenseur ne monte pas, l'ascenseur ne descend pas, mais un appel a été reçu. Nous avons donc décidé de représenter ces différents états par un automate ou encore souvent appelé une structure de Kripke. Ici, S1 qui est notre état initial, qui passe à S2 grâce à Open Door, qui passe à S2 qui passe à S1 grâce à Close Door, Stop, S4 qui passe à S1 grâce à Stop, S1 qui passe à S5 grâce à Call Elevator, Move Up et S5 à S3, S3 à S1. Notons que c'est aussi possible à travers c'est possible grâce aux différentes fonctions présentées ici. Les propriétés CTL à vérifier sont les suivantes. L'invariance, c'est-à-dire l'ascenseur ne peut pas se déplacer si la porte est ouverte. Et la formule CTL est la suivante. A pour all path, J pour generally. Si les portes sont ouvertes, alors non moving up, non moving down. Deuxième propriété, c'est éventuellement. Si un appel est reçu, l'ascenseur finira par se déplacer. Et la troisième propriété à vérifier, c'est la sécurité. C'est-à-dire l'ascenseur ne peut pas être en train de monter et de descendre en même temps. La formule CTL est présentée ici. Afin de vérifier ces propriétés, c'est très simple. La première propriété qui nécessite la propriété d'invariance, il est question pour chaque état accessible, à savoir S1, S2, S3, S4 et S5, de vérifier si door open implique moving up, non moving up et non moving down. On se rend compte à l'état 1, les portes sont fermées, ce qui satisfait la formule. À l'état 2, S2, les portes sont ouvertes, moving up false, moving down false, ce qui satisfait aussi la formule. À l'état 3, door open est false, moving up est true, ce qui satisfait aussi la formule. À l'état 4, door open est false, moving down est true, ce qui satisfait aussi la formule. Et à l'état 5, door open est false, call received est true, moving up false, moving down false, ce qui satisfait aussi la formule. Donc, tous les états satisfont la formule dont la propriété d'invariance est vérifiée grâce au CTL. La seconde propriété à vérifier, c'est la propriété d'éventualité. C'est-à-dire pour chaque état où call received est vrai, on doit vérifier qu'il existe un chemin où moving up ou moving down devient vrai dans un état futur. Et là, c'est très simple. On regarde seulement l'état 5 de notre schéma. On se rend compte que depuis l'état 5, grâce à la formule move up, on peut arriver à l'état 3 où moving up c'est true et aller aussi à l'état 4 où moving down plutôt est true. Donc, il existe bel et bien un chemin satisfaisant cette propriété dont la propriété d'éventualité est vérifiée. La troisième et dernière propriété, c'est la propriété de sécurité. Je remets notre automate pour qu'on puisse bien voir. Pour chaque état accessible, on est censé vérifier que moving up et moving down ne sont pas les deux vrais en même temps. Ne sont pas tous deux vrais en même temps. C'est-à-dire, il n'est pas concevable que l'ascenseur monte et descend simultanément. Donc, à l'état 1, S1,
moving up c'est false, moving down c'est false, ce qui satisfait la formule. À l'état 2, moving up c'est false, moving down c'est toujours false. On est dans le même cas que le premier. À l'état 3, moving up c'est true, moving down c'est false, la formule est satisfaite. À l'état 4, moving up c'est false et moving down c'est true. La formule est vérifiée. Et à l'état 5, on retombe sur la vérification à l'état 1. Donc, tous les états satisfont la formule, ainsi la propriété de sécurité est vérifiée. Donc, en appliquant la méthode CTL, nous avons modélisé le système de l'ascenseur, spécifié les propriétés souhaitées en CTL, construit la structure de crypt ou l'automate qui est ici, et vérifier la formule CTS notre modèle. Les propriétés spécifiées sont toutes vérifiées dans ce modèle, confirmant que le programme de l'ascenseur se comporte comme attendu. Ensuite, nous passons à la propriété d'éventualité. Cette propriété signifie que toujours si un appel est reçu, c'est-à-dire si on a C égale à 1, il existe une transition vers un état futur où soit l'ascenseur monte, soit l'ascenseur descend, c'est-à-dire U est vrai ou D est vrai. Ainsi, on va juste regarder les 4 derniers cas ici et regarder là. On se rend compte que lorsque U, C, c'est-à-dire, nous regardons notre variable cas, c'est-à-dire lorsqu'un appel est reçu, C, alors l'ascenseur monte dans ce cas, oui, l'ascenseur monte dans ce cas, il ne descend pas. Et lorsque on a 1, c'est-à-dire appel reçu à ce niveau, l'ascenseur descend aussi. Ce qui vérifie bien évidemment notre propriété d'éventualité. Nous passons à la dernière propriété, notamment la sécurité, ce qui signifie que l'ascenseur ne peut pas monter et descendre en même temps. On la table de vérité est là et on regarde simplement où la propriété est vérifiée et aussi où down et up. On a up, c'est-à-dire moving up, qu'on avait représenté ici, et on regarde simplement la table de vérité. Lorsque up est à 1 et down est à 0, la propriété est vérifiée. Lorsque up est à 0, down est à 1, la propriété est vérifiée. Lorsque aucun ne se déplace, la propriété aussi est vérifiée. Et lorsque les deux se déplacent, la propriété n'est pas vérifiée. Ce qui conclut aussi la vérification de la propriété de sécurité. Donc en appliquant donc les tables de vérité pour vérifier les formules LTL, nous avons identifié que ces propriétés sont satisfaites grâce au modèle actuel, ce qui marque donc la fin de l'application du CTL et du LTL à un problème, notamment un programme d'ascenseur. Bonjour à tous, dans la suite nous allons présenter l'application du CTL et